Salut tout le monde et bienvenue à un autre épisode de la version longue, le podcast de la TVSO. Cette semaine, je reçois Dr Félix Lefato, un médecin de famille, un médecin omnipraticien situé à Delsun, mais qui fait aussi beaucoup d'heures à Anna-Laberge, ici l'hôpital à Châteauguay. Et oui, c'était vraiment une super belle discussion. Il y a beaucoup de sujets cette semaine. On a beaucoup parlé par contre d'accès aux médecins de famille, le guichet. Il y a des choses qui s'en viennent dans la région qui m'a dit. Il n'a pas tout voulu dévoiler, mais c'est intéressant. Et on a parlé longuement de la décentralisation des soins, puis de ramener ça là, pour avoir la proximité, d'avoir les unités locales qui gèrent un peu plus ce qu'ils veulent faire avec les communautés. C'est vraiment intéressant comme idée. Et écoute, j'espère que vous allez apprécier autant que moi cette discussion. Bonne émission. Docteur Félix Lefato, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation ce matin. Aucun problème. Écoute, en fait, c'est ça, j'étais vraiment intéressé, j'ai entendu parler de vous, de toi, en fait, on l'a citoyé par plein de monde du communautaire dans le coin, dont Virginie Bernier là, de la CDC. Il faut que tu laisses son émission, il est vraiment intéressant, il y a plein d'idées, fait que là, il y a de la pression. J'ai bien de la pression. Puis tu sais, avec c'est ça, on parle beaucoup de santé, on dirait qu'on parle de santé depuis tout le temps au Québec, là. Il me semble, moi, j'ai 36. On dirait que dans les années 90, on entendait ça aux nouvelles. Puis c'est un sujet récurrent, effectivement. Tout le monde a son opinion là-dessus. Et c'est correct. La santé, ça touche tout le monde. Oui, c'est ça. Normal. Puis, c'est ça. En tout cas, on a plein de sujets, dont l'accès aux médecins de famille. D'ailleurs, je voulais commencer en disant, c'est un piège. Je sais pas. On a de la misère à avoir un médecin. Fait que je t'ai invité à une entrevue, mais c'était pas ça. J'avais besoin de voir un médecin. D'ailleurs, je te remercie de m'accueillir dans ce merveilleux studio. Là, puis d'aborder un sujet quand même intéressant parce que je pense qu'il faudrait souligner que c'est l'Action de grâce aujourd'hui. C'est une journée fériée. On rentre la journée fériée. Voilà, donc désolé de te faire travailler une journée fériée, mais bon. On est occupé, puis il y a beaucoup d'enjeux dans la région. Ça fait qu'on essaie de trouver le temps qu'il faut. Le temps qu'il faut pour en parler, c'est ça. Mais avant de rentrer dans tous les sujets qui touchent la région, il y a une question, je pense, qu'on demande rarement aux médecins, c'est comment vas-tu? Bonne question. Wow, c'est vrai qu'on ne la pose pas souvent. Ça, parce qu'on s'en va voir au bureau, on est plus on parle de nos affaires. Comment je vais? Je dois avouer que depuis le début de la pandémie, on va en parler, là, mais on peut rentrer là tout de suite. Là, mais... J'ai pas pris beaucoup de pauses. Non, c'est ça. Surtout que j'ai beaucoup de chapeaux dans la région. Donc, ça a été très prenant là, comme période. Ça l'est encore actuellement. Là, donc, soir, nuit, jour... je pense que, c'est ça. Moi et plusieurs de mes collègues, on a travaillé très fort. Donc j'essaie de quand même faire des activités pour pouvoir me distraire et faire un peu d'exercice. Ça, c'est super important. Ça, on n'en a pas beaucoup abordé durant la pandémie, l'activité physique. Au début, là, tu sais, me semble, de mars, là, monsieur François Legault disait aller prendre des marches. On a le droit d'aller prendre des marches. Mais ça a pas mal arrêté là. Après ça, on a pu reparler. Là. C'est ça. Donc, je pense, on a parlé de la santé mentale. Je pense abondamment quand même. Mais l'activité physique, je pense que c'est important. Là. Puis, c'est sûr que d'être confiné, puis de ne pas pouvoir aller au gym, en tout cas, ça a été très difficile pour beaucoup de gens. Ouais, on l'a senti. Hein, Mais moi, c'était plus l'hiver, là, comme 2021, là, dans le fond. Comme quand t'es rendu dans la 3e vague, je sais plus là, en tout cas, les numéros. Mais c'était juste avant qu'on ait le fameux couvre-feu, là, mais tu sais, moi, c'est ça, l'hiver, je suis pas un gars d'hiver. Fait que, tu sais, j'ai mon hockey COSOM normalement qu'on fait dans le gym, mais là, évidemment, c'était fermé. Fait que là, on dirait que je savais plus rien. Puis là, je me suis enfermé. Je pense pas que tu étais le seul. Là, non, honnêtement, on a tous été un peu là-dedans. On se sent tous un petit peu coupables. Tu sais, bon, le fameux take-out, livraison à domicile, tout ça. Donc, je pense que... c'est ça. Donc, à un moment donné, il faut reprendre les bonnes habitudes. Puis, c'est pour la santé mentale aussi. Oui, c'est ça. Ça vient ensemble. Mais tu l'as mentionné rapidement. Tu dis que tu as plusieurs chapeaux dans la région. On peut peut-être rentrer tout de suite là avant qu'on se perd dans les sujets. Je vais essayer de pas
dire trop d'acronymes, parce que dans le réseau de la santé... c'est que ça, là, puis des fois, ça... je vais essayer de ne pas perdre les gens. Là. Mais si, de toute façon, s'il y en a un, je vais t'interrompre, là, parce que ça se peut que je ne sache pas non plus. Merci beaucoup. Écoute, premièrement, je suis médecin de famille, bien sûr. Je travaille en clinique dans la région de Delson, puis je travaille aussi à l'hôpital Anne-Laberge de Châteauguay, bien sûr. Mais je préside aussi la table locale des médecins de famille. Donc, dans le fond, c'est un groupe de médecins de famille de la région qui se rencontrent à plusieurs moments pour essayer de déterminer les besoins de la région, puis essayer de justement faire des recommandations et coordonner les choses, faire le recrutement aussi pour la médecine de famille, c'est super important. Puis il y a une organisation suprarégionale à ça dans Montérégie. Puis moi, je siège sur cette table-là également. Je suis aussi le coordonnateur médical première ligne dans la région. Donc, justement, tout ce qui a trait à l'accès aux médecins de famille, le guichet d'attente pour un médecin de famille, mais tous les services vraiment de proximité. Là. Donc, ça, je suis le coordonnateur. C'est ça, j'ai quand même plusieurs chapeaux dans la région. Et c'est pour ça que je voulais t'inviter, parce que là, dans le fond, on va parler de tout ça, mais on va y aller justement, on a mentionné la pandémie, mais comment ça peut affecter un peu surtout le travail des généralistes, des médecins de famille? Ça a été tout un défi là, à relever. Honnêtement, personnellement, ça a été un des défis de ma vie. Là. Donc, vraiment, il a fallu qu'on se retourne de bord assez rapidement. Puis, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, parce que souvent, on dresse un portrait du médecin de famille dans son bureau, là, mais au Québec, le médecin de famille, il est partout. Là. Il y a un autre terme, on appelle ça aussi le médecin omnipraticien. Oui, c'est ça. Parce qu'on est vraiment omniprésent. Tu as les médecins de famille à l'urgence, tu en as à l'étage, à l'hospitalisation, tu en as en CHSLD, tu en as au soutien à domicile. Tu en as vraiment partout. Puis toutes ces sphères-là ont été affectées de front là, durant la pandémie. Donc, il a fallu qu'on s'organise rapidement. Là. Puis, honnêtement, ça a été tout un test, mais en même temps, on en a soutiré des belles leçons. Puis, il y a des belles choses qui sont passées. Il y a une belle mobilisation des médecins de famille, mais aussi de l'ensemble du réseau. On parle beaucoup des infirmières dernièrement. Là, en fait, souvent. Et avec raison, hein, parce que c'est vraiment... on parle d'ange gardien au début, là, mais... on va en revenir, là, mais c'est ça. C'est que ça a été très prenant. Puis, écoute, c'est ça. On avait des réunions à chaque semaine, puis il fallait faire preuve d'initiative. Fait que pour ce volet-là, je trouve que ça a été très... enrichissant, là, je dirais. Mais bien sûr, c'était très épuisant. C'est ça. Puis, mais comment, tu sais, c'est ça, parce que là, ça a viré que les médecins de famille ne pouvaient plus, en tout cas pendant un bout, recevoir quasiment personne, là, tu sais, parce que, surtout au début, là, personne ne savait vraiment trop comment prendre cette patente-là, mais comment ça s'est passé, parce que des fois, c'est ça, au niveau technologique, c'est pas tout le monde qui peut être à l'aise, le téléphone, là, mais ça peut complexifier aussi, j'imagine. Ben, ça, c'est une des bonnes choses, je dirais, c'est que ça a vraiment accéléré la transformation vers la transition, en fait, vers le numérique et le télétravail. Ouais, c'est ça. Donc, la téléconsultation, autant au téléphone qu'en vidéoconférence, là. Ça a vraiment... je pense qu'il y avait déjà... La technologie était là. Mais je pense que c'est ça. Fallait vraiment... je pense que la pandémie est arrivée, puis justement, c'était l'occasion de le déployer. Donc, je pense pas que ça a été très difficile, honnêtement. C'est sûr que c'est pas évident de ne pas voir le patient. De ne pas pouvoir l'examiner, tout ça, parce que à un moment donné, tu veux l'examiner, s'il y a une condition urgente, bien sûr. Oui, c'est ça. Parce que juste prendre la pression. Là. Non, exactement. On peut parler de symptômes, de trucs, mais en même temps, tu n'as pas la lecture complète. Tout à fait. Puis, mais en même temps, ça a appris à certaines personnes de se responsabiliser aussi, dans le sens que là, je vais prendre ma pression moi-même. J'ai ma machine à la maison. Dans la région, il y a ce qu'on appelle les télésoins à domicile. C'est-à-dire que c'est des infirmières là, qui appellent des patients où ils leur donnent des iPads à la maison, puis eux-mêmes, ils rendent leurs données, là, par exemple de pression, de taux de sucre et tout ça. Donc, les gens, vraiment, ils s'approprient leur santé à eux. Mais en même temps, il y a un suivi qui se fait. Donc, je pense qu'il y a des belles choses qui peuvent se faire. Il y avait déjà justement des initiatives comme celle-là. Donc, ça va juste
développer encore plus d'initiatives dans ce sens-là. Puis je pense que c'est bien. Oui, c'est ça, parce que on a parlé pendant des années là, l'espèce de numériser tout le data citoyen, dans le fond, pour que ça passe d'un étage, d'un spécialiste à un autre, ou d'un médecin à un autre, parce que mais ça peut être justement de commencer à déployer ça. Là, comme tu disais, quand ils rentrent leurs données, ça peut-tu être lu par le médecin? Il y a une infirmière qui va le lire, puis elle va faire un résumé, puis quand elle va avoir justement besoin du médecin, elle va pouvoir le contacter, tout ça. Donc, c'est vraiment très bien fait comme système. S'il pense avoir une anomalie, ça va comme il y a quelque chose de bizarre dans la continuité des chiffres, là, on passe. Tout à fait. Donc, ça permet de développer toutes ces choses-là. Donc, puis tu as raison de dire qu'à un moment donné, on savait plus qu'est-ce qui se passait? Personne ne voulait toucher à quelqu'un parce que c'était vraiment la pandémie à son plus fort. Mais moi, ce que je trouve bien dans la région, puis ça vient aussi rejoindre un peu quelque chose qui est vraiment important pour moi, c'est la décentralisation du réseau de la santé. Oui. On peut rentrer là. Ouais. Parce que, c'est ça de. Je veux dire, moi, comme la plupart des gens, on regarde ça un peu l'extérieur. Comme je disais au début, qu'on voit que. Moi, depuis des années, on dirait que les problèmes le système de la santé, tout est tout croche. Mais quand je regarde ça à l'extérieur, je vois une grosse bête avec tellement de complexité. C'est complexe, toutes les ramifications de cette affaire-là. Puis tu te dis, mais comment tu peux. Comment ça peut s'arranger? On dirait qu'on met de l'argent, mais c'est comme un gouffre sans fond, on met de l'argent. Exactement. Mais écoute, je pense que la pandémie, on pourra en parler en long et en large, mais c'est comme été un test. Un test pour le système de santé pour dire est-ce qu'on va vraiment dans la bonne direction? Est-ce qu'on a un système qui est agile, qui est flexible, qui peut vraiment réagir rapidement à une situation comme la pandémie? Je dirais que la réponse a été un peu mitigée. Avec les grandes organisations qu'on a, on va se le dire, c'est difficile de se retourner puis de vraiment agir rapidement. Puis ça, on le savait. Mais justement, le gouvernement a pu donner un peu d'espace justement aux organisations locales. Parce qu'à un moment donné, le gouvernement ne peut pas faire ce qu'on appelle la micro-gestion, dire OK, tu vas faire ça. Ouais, c'est ça. Tu peux pas, là. Il y a tellement, il y a des éclosions à droite et à gauche, dans une résidence, dans un CHSLD. Tu peux pas tout gérer d'en haut, ça c'est clair. Donc, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a vraiment des organisations locales qui se sont retroussées les manches. Ils ont dit, OK, on y va. On organise des choses. Il y a eu plein de belles initiatives comme des équipes médicales d'intervention rapide pour entrer directement dans les résidences au CHSLD pour gérer ça. S'il y avait une éclosion. Là, s'il y avait une éclosion, c'est ça, de COVID. Là. Puis là, on a aussi décidé de mettre sur pied ce qu'on appelle des aires de confinement. Là. C'est-à-dire que quand il y a des éclosions dans la résidence ou à domicile, on pouvait transférer ces gens-là dans une aire pour pouvoir les isoler, pour pas qu'ils aillent contaminer les autres. Puis ça, des médecins, des infirmières, il y a le CIS de la Montérégie-Ouest, donc le Centre intégré de santé et services sociaux, donc c'est le grand employeur qui chapeaute un peu le réseau de la santé dans la région, a aussi contribué à chapeauter le tout. Donc oui, tu sais, ça a permis justement à développer des initiatives locales, puis c'est ça un peu la décentralisation, c'est que c'est de ramener un peu le niveau de décision puis d'action au niveau du terrain. Donc, les gens de terrain, c'est sûr qu'on connaît les besoins des gens, on sait ce qui se passe. Quand il y a une urgence, on sait c'est où. Donc, justement, c'est beaucoup plus flexible comme système. Donc, on a vu que ça a vraiment bien marché. Justement, on est une des régions pionnières qui a mis sur pied ce qu'on appelle une clinique respiratoire. C'est-à-dire que vu que plus personne ne voulait consulter, plus personne ne voulait se toucher, il fallait qu'il y ait un endroit pour que les gens puissent consulter si on sont malades, s'ils ont des symptômes de la COVID. Je sais où à part l'urgence, où je peux aller. C'est ça. Puis justement, pour ne pas faire déborder l'urgence, il y a eu la création d'une clinique respiratoire qui est comme l'ancêtre de je
bon, moi, je prétends que c'est l'ancêtre de les cliniques d'évaluation qui ont été déployées un peu partout au Québec. Là. Okay. Mais bravo aux équipes locales, notamment Dr. Chouinard et l'équipe GMFR le Trédion à Delson, là, qui ont un peu développé ce concept-là. Ça s'est fait au début, là, avant que... Au tout début. Okay, c'est ça, avant que là, on déploie plus systématiquement les endroits de dépistage. Là. C'est ça. Puis tous les médecins, les infirmières, ils ont vraiment convergé. Puis on s'est vraiment, comme tu dis, retroussé les manches pour vraiment voir les patients. Il y avait un niveau de risque à ça. J'ai même vu des médecins de famille d'un certain âge dire moi j'y vais. Là, je dis attends une minute. Là, je pense pas que tu es la bonne personne. Je veux dire, tu es vulnérable, tout ça. Puis ça, c'était vraiment émouvant de voir ces gens-là vouloir se mobiliser. Ouais, c'est ça. C'est comme aller à la guerre. Là, c'est en plein ça. Là. Donc, c'est ça. Quand on parle de décentralisation, c'est vraiment de ramener le pouvoir au local. C'est ça. Même en bas du 6, c'est plus ça. Quand tu parles de ramener ça local, plus dans des plus petites unités. Exactement. Parce que moi, de la manière que je vois ça, puis j'imagine que plein de monde parle, mais quand on parle du système de santé, c'est comme si c'était un gros paquebot. Avec plus tu as des tâches, plus tu as de gens, c'est. Tu dis une décision, mais le temps que tout vire du bon bord, j'imagine que c'est immense. Là. Ah, tout à fait. Fait que, ouais. Le temps de réaction est moins rapide que si on est dans les plus petites unités. Oui, mais écoute, c'est un meilleur exemple, c'est ici. C'est moi, je ne le cacherai pas, je fais partie d'un regroupement, là, ça s'appelle le regroupement des médecins québécois pour la décentralisation du système de santé, un autre acronyme. Mais je pense qu'on a réalisé que durant la pandémie, il y avait beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses manquantes là, au système. Puis ici, en Montérégie-Ouest, là, comme on dit, on est dans la région, on n'avait pas de directeur d'hôpital. Donc, ça, on l'a réalisé au niveau des CHSLD. Là. Il n'y avait pas une personne vraiment qui dirigeait l'établissement localement. Là. Là, ils ont commencé à nommer des directeurs pour les CHSLD. Mais je pense que pour un hôpital, c'était aussi très nécessaire. Là. Puis bon, il y a eu beaucoup de... Je dirais il y a eu beaucoup de turbulences dans la région, puis il a fallu, on a changé de PDG, tout ça, peut-être qu'on en parlera, mais je pense qu'au final, c'est ça prend de la gestion locale, puis là, ils ont nommé des directeurs d'hôpital. Okay. Donc, on espère que ça va aider, mais comme je dis, c'est un peu la clé là, du succès. Oui, ça amène quoi le fait qu'il y ait un directeur d'hôpital? C'est que là, parce que ça venait de où? Ça venait directement du 6? Oui, c'est ça. Il y avait quelqu'un qui chapeautait le tout en haut. Puis, encore une fois, les gouvernements antérieurs, c'est sûr qu'ils ont coupé là-dedans, les cadres intermédiaires, etc. Donc, à un moment donné, il y a une personne pour 10 établissements. Là. Donc, c'est impossible à gérer. Tu peux pas avoir vraiment, le pouls vraiment du terrain. Donc, un directeur d'hôpital, bien sûr, ça va faire en sorte qu'il va pouvoir vraiment gérer les enjeux, le day-to-day, là, puis pouvoir justement parler directement avec les chefs de département. Donc, à un moment donné, quand tout ça a fusionné là, en une grosse machine, des fois, c'est difficile. Puis, il y a pas le sentiment d'appartenance aussi. Tu sais, quand tu es trop dans une grosse machine, tu te sens moins mobilisé aussi. Tu n'as pas l'impression qu'on est la gang d'Anna Laberge, puis on se tient, on y va. Exactement. Tu peux perdre. Ça, c'est pas à négliger. Là. Donc, c'est vraiment l'esprit d'équipe, le sentiment d'appartenance, tout ça. Quand le directeur, tu sais, qui est proche, ben, il y a un sentiment de mobilisation. T'sais, si tu n'as pas le pouvoir localement, tu vas te sentir désengagé. C'est sûr. Ça. Puis ça devient un peu un fourre-tout. Oui, puis c'est sûr que ça amène des pertes de motivation aussi chez les infirmières, les préposés, même les médecins, de juste sentir que il y a un cafouillage, mais que le temps que ça remonte en haut, que ça revienne, il y a un... je peux donner un exemple très banal. C'est pas un exemple de soin, là, mais à un moment donné, j'ai perdu ma carte d'hôpital pour avoir accès au corridor des médecins. Puis là, j'ai dit, non. Puis là, j'ai appelé la sécurité. J'ai dit, j'ai perdu ma carte. Puis là, il a dit, mais on n'a pas de doublon, malheureusement. Donc, il va falloir appeler une autre personne. J'ai dit, OK. Puis là, il dit, les personnes qui font les cartes, ils arrivent une fois à chaque 1 ou 2 semaines. Je dis, mais moi, je dois avoir accès à l'hôpital là. Je travaille, là, je vais avoir des patients. Là, il dit, il faut appeler à Saint-Timothée.
OK. Là, c'est qui à Saint-Timothée? C'est sûr qu'il s'occupe de ça. Là, j'appelle à Saint-Timothée, puis c'est une boîte vocale pleine. C'est ça. Là, au bout du compte, j'ai pas pu avoir ma carte. C'est un exemple banal. Tu te dis, mon Dieu, si c'est comme ça, juste pour les cartes d'accès d'hôpital, imagine le reste. Bon, je caricaturise. Je comprends. C'est un bel exemple de centralisation. C'est comme année, c'est tellement gros, mais ça, dans le fond, la décentralisation, est-ce que tu penses que ça aurait un impact sur justement l'espèce de gestion du roulement à l'hôpital, mettons des patients ou même l'urgence, as-tu rapport là-dedans? Ben oui, surtout l'urgence. Surtout. Parce que ça, c'est l'affaire qu'on entend le plus. Les urgences, puis tu fais OK, mais en tout cas, il y a plein de variables là, que je sais qu'on va venir l'accès aux médecins de famille là, qui réglerait, d'après moi, selon mon humble avis d'externe, un gros problème là. Ah, c'est sûr. Mais pour la décentralisation, tu dis que ça toucherait aussi à l'urgence, en fait? Oui, je pense que le ministre avait touché un peu à ça avec, par exemple, les horaires des infirmières. Quand celui qui fait les horaires des infirmières, il est à 100 km de l'urgence, c'est sûr que c'est pas l'idéal. Donc, quelqu'un qui connaît bien ses troupes, qui sait, qui connaît la personne, peut faire rentrer une autre personne. La gestion est plus localisée. Là, donc, ça, c'est une chose. Là. Mais bon, c'est sûr que c'est plus complexe que ça. Il y a les conventions collectives, il y a les conditions de travail, donc qui sont, je pense qu'il faut agir là-dessus, c'est sûr, certain. Mais quand tu donnes justement le pouvoir aux gens de gérer les horaires, gérer les conditions de travail localement, je pense que c'est comme ça qu'on va pouvoir s'en sortir. Là. Oui. Puis pour la décentralisation, t'avais-tu d'autres choses que tu voulais rajouter? Parce que les autres, c'est sûr qu'il y a beaucoup de structures. Là. Je comprends que les gens ne veulent plus qu'on fasse des méga réformes tout ça. Là. Puis c'est pas ça l'idée. Là. Je pense que l'idée, c'est vraiment, comme je disais tantôt, de redonner un peu du pouvoir puis des leviers là, aux organisations locales. Je pense que chaque hôpital, effectivement, devrait avoir son directeur, devrait avoir des gens qui peuvent s'en occuper. Puis il y a ce qu'on appelle la cogestion. Là, c'est un terme qu'on galvaude souvent, là, mais c'est vraiment une alliance entre l'administratif puis les médecins puis tous les gens qui travaillent là. Donc, puis en première ligne, c'est un peu la même chose. Là. Quand je regarde justement mes collègues dans des organismes communautaires, dans le milieu communautaire, et puis même les municipalités, là, parce que je pense qu'on revendique un peu la même chose. C'est que les villes, ils veulent plus de pouvoir localement, plus de moyens. Les organismes communautaires, c'est la même chose. Ils disent, écoutez, nous, on est proche du terrain. Là. On le sait, il y a des besoins là. C'est ça qui fait que on veut pas être... Puis là, c'est toute la question, j'en ai parlé avec Virginie, mais le financement au projet, de comme, non, mais le gouvernement dit, non, mais on veut ça. Oui, mais... C'est juste un peu à côté de la marque. Là. Puis on perd vraiment beaucoup de temps à essayer de remplir ça. Pendant que les gens ont un autre besoin qui est pas... C'est la même chose. Nous, en première ligne, comme je dis, j'ai parlé de la table locale tantôt, tout ça. On a un rôle consultatif. Là. Les vraies décisions se prennent en haut. Puis souvent, on est des exécutants. Donc, on a très peu de mots à dire. Donc, c'est ça. Je pense que le citoyen, moi, je pense toujours au citoyen, à la citoyenne, à la population, à ma communauté. Là. Puis qu'est-ce que je peux faire pour faire la différence? Là? Mais c'est sûr que si j'ai pas les leviers, les moyens, il y a peu de choses que je peux faire. Oui. On pensait que les médecins pensaient juste au salaire. Là. C'est pas ça. Là. Non. Mais c'est le même des fois qu'on... On dirait que des fois, c'est martelé. Parce que c'est des je comprends ça, c'est des affaires de convention collective, puis les groupes, puis tout le monde tire un peu, puis c'est normal. Là. Mais c'est ce qu'on entend le plus, c'est la rémunération. Oh oui, je comprends. Je comprends tout à fait. Puis c'est normal que le citoyen ou la citoyenne, ils veulent savoir où va l'argent. Là, c'est normal. Moi, je contrôle ce que je peux contrôler. Je m'engage énormément dans la communauté pour pouvoir justement améliorer les choses. Là, pour ce qui est de tout ce qui est, je dirais, d'ordre syndical, tout ça, j'ai peu de contrôle là-dessus. D'ailleurs, moi, ma table locale, puis l'organisation régionale à Montérégie, on est asyndical. On est non partisan. Là. On est vraiment là pour monsieur, madame, tout le monde, pour le patient. Là.
qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses. Puis j'ai mis sur pied même un comité jeunesse dans notre région avec les nouveaux médecins de famille, les jeunes qui s'en viennent. Puis une des premières choses que je leur dis, vous n'êtes pas un mercenaire. Okay? Vous êtes ici, vous êtes dans une communauté. Okay? Surtout le médecin de famille qui est très ancré dans la communauté. Il faut savoir ce qui se passe. C'est important de s'informer. Puis tu sais, d'être un leader à sa façon. Être un leader, c'est pas nécessairement, je leur dis, c'est pas comme moi qui s'implique des heures et des heures et des heures. Tu peux être un leader dans ta pratique individuelle, dans ta clinique ou à l'hôpital. Mais c'est ça, je pense que c'est ça, on fait partie d'une société, puis je pense qu'il faut s'informer, puis il faut s'engager. Ouais. Et je sais pas si tu voulais parler du PREM, un autre. Non, parce que tu as parlé de ça m'a fait penser à ça, les nouveaux qui s'en viennent, là, mais le plan, c'est les plans régionaux d'effectifs médicaux. Ouais. Il y a l'air d'avoir du cafouillage là-dedans. Là, du monde sont pas contents, mais je comprends pas toutes les ramifications de ça, dans le sens que il y a des ratios de médecins partout. Puis là, c'est de dire, on va envoyer des effectifs, mais ça n'a pas l'air d'être clair. Quand je lis ça, parce qu'il envoie du monde là-bas qui ont assez de médecins, en tout cas. Oui, c'est très complexe, encore une fois. Mais l'idée du PREM, le plan régional d'effectifs médicaux, comme tu as dit, c'est de répartir équitablement la force, la main-d'œuvre médicale en médecine de famille, pour ce qui nous concerne. Par exemple, des régions comme l'Outaouais, bien sûr, la Côte-Nord ou l'Abitibi, ils ont très peu ils ont de la misère à attirer des médecins. Donc, c'est une manière de dire, il y a tel tant de postes dans cette région-là, puis on ne se le cachera pas, Montréal, c'est très sexy là, comme région. Donc, pour limiter une surcharge de médecins là et ne rien donner pour les autres régions, il y a eu ce système-là. Bon, là, c'est sûr que le débat, c'est de savoir c'est quoi les bons critères. On se base sur quoi pour dire telle région en a plus et telle région en a moins. Ouais, c'est ça. Ça, j'avoue que c'est une question qui est très complexe. Là. On se base, par exemple, souvent sur justement les guichets d'accès aux médecins de famille. Sont-ils bien remplis, moins remplis? C'est quoi le taux d'inscription dans la région? Donc, c'est ça. On se base sur ces données-là pour dire, est-ce que la population est bien desservie ou pas? Ou le ratio de médecins par habitant, des choses comme ça. Donc, puis je pense que même chaque région a un peu sa manière de calculer. Là. Donc, c'est pour ça probablement qu'à un moment donné, il y a une discorde, là, si je peux dire. Là. Puis, mais au final, c'est le ministère qui va trancher. C'est M. Dupé. Et, j'ai comme des questions qui viennent m'apparaître dans ma tête. Mais c'est quoi le ratio à peu près de patients par médecin de famille? Puis ce serait quoi l'idéal, en fait? Bon, ça varie beaucoup parce que, comme j'ai dit tantôt, le médecin de famille, il fait pas mal de choses. Là. Il est à l'hôpital, tout ça. Admettons qu'un médecin de famille décide de faire que ce qu'on appelle de la prise en charge, donc du bureau. On parle de 1000 à 1500 patients. OK. Ça, c'est s'il est en plein en consultation. Exactement. Il ne fait pas de 100 rendez-vous, pas d'urgence mineure, rien. Là, il fait juste que de la consultation au bureau. Ça, c'est à peu près ça. Là. Entre 1000 à 1500. Exactement. Donc, puis c'est sûr que ça a changé au fil des années parce qu'on dit souvent, les médecins qui prennent leur retraite, il y en a beaucoup. Là, puis pourquoi les jeunes, ils n'en prennent pas autant? Puis, mais il faut comprendre que ça a beaucoup changé, la médecine. Les patients aussi ont beaucoup changé. Ils vivent plus longtemps, ils ont plus de pathologies, il y a plus de médicaments, c'est beaucoup plus complexe. Puis, tout l'aspect santé mentale aussi qui embarque là-dedans. Donc, c'est très prenant souvent. Là. Donc, voilà. Ça, c'est pour un jeune qui rentre, là, il peut peut-être pas en prendre autant que peut-être la dernière génération. Ça, je commence à y penser parce que mon médecin... là, j'ai 36 ans, mais c'était mon médecin quand j'étais bébé. Fait que là, je me dis, ça fait au moins 36 ans qu'il là, fait qu'il approche la retraite. Là, des fois, tu te dis, OK. Est-ce que ça va être passé? Est-ce que... Mais fait que sinon, là, il y a le fameux guichet. C'est ça, le guichet le monde peut s'inscrire, mais même là, c'est ça, il y a l'air un peu d'attente. Oui, il y en a beaucoup dans la région, puis je comprends la frustration des gens qui attendent souvent plus qu'une année.
c'est sûr qu'avec les médecins de famille qu'on a actuellement, avec le système qu'on a, on ne pourra pas tous les prendre en charge. Puis, à un moment donné, il y a une question aussi de pertinence de soins. Puis ça, je vais en parler un petit peu parce qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Okay. En fait, il y a beaucoup de choses qui s'en viennent, mais il y a certaines choses que je ne peux pas dire, là, mais tout ça pour dire qu'en Montérégie, on va vraiment essayer de transformer le guichet là, pour que ce soit un service plus pertinent autant pour les gens que pour les médecins. Là. Par exemple, tu sais qu'un jeune qui il veut juste consulter ponctuellement quand il y a des problèmes. Il ne veut pas nécessairement avoir toute l'équipe de prise en charge. Là. C'est pas nécessairement ça. Il veut avoir accès à des services. Oui, c'est ça. C'est comme moi, j'essaie d'avoir un rendez-vous annuel, mais là, avec la pandémie, j'ai laissé ma place, disons. Là, mais tu sais, c'est plus, j'essayais à chaque année, mais année et demie, puis juste, on va aller voir parce que, mon grand-père avait le diabète, le cholestérol, fait que c'est juste pour voir, là, puis je vieillis tranquillement, mais un moment donné, il va peut-être avoir des trucs qui vont cliquer. Fait que, mais pour l'instant, je ne suis pas quelqu'un qui prend beaucoup de trucs. Fait que c'est ça. C'est ça. Donc, l'idée, c'est d'avoir accès à un service quand on a besoin. Donc, tu sais, d'être inscrit à médecine de famille ou une équipe, peut-être que ce n'est pas nécessairement l'idéal pour certaines personnes. Ceci dit, il y a un système de catégorisation de vulnérabilité. Donc, plus le patient est vulnérable, l'âge, les conditions médicales. Le diabète. Exactement. Sont priorisés. Okay. Puis, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait des services pour ces gens-là, même s'ils sont en attente. Okay. Donc, ça s'en vient. Là. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est la notion de pertinence puis d'accès aux soins. Je comprends que souvent, on a dit que le médecin de famille, c'est comme la porte d'entrée, tout ça. Ouais. Mais on est rendu où il faut mettre à profit tout le monde. Là. On n'a pas le choix. Moi, je suis très pro-collaboration interprofessionnelle. Ouais. Puis, je pense que pour bien prendre en charge un patient, ça prend une équipe. Donc là, on parle d'infirmières, mais les pharmaciens aussi. Les pharmaciens communautaires, les super infirmières, qu'on appelle IPS, là, APL, peuvent être mises à profit également. Il y a plein de ressources qui peuvent vraiment collaborer ensemble. Puis, c'est ça, on est en train... ça a toujours été l'idéal, mais on veut vraiment que ce soit concrétisé, là, vraiment sur le terrain. Donc, puis je pense que, tu sais, qu'on disait que les jeunes médecins, souvent, on pousse vers ça. Parce que avant, il y avait l'idéal du médecin solo dans son cabinet, tout ça. Mais vraiment... on dirait qu'il y avait une chasse gardée. C'est moi, je sentais des fois de dire, c'est mes actes médicaux, puis là, il y avait l'espèce de petite bataille de comme, oui, mais je comprends, mais il y a des choses qui sont pas importantes ou qui sont facilement réalisables par une infirmière, une super infirmière, un pharmacien, des fois de colliger au pire, comme on disait avec l'infirmière avec l'iPad, les gens qui prennent leur pression, puis mais qui semble avoir une anomalie, là, ça monte au lieu de tout de suite aller au médecin. Puis de faire, c'était correct finalement. Ouais, mais ils sont sans anomalie là, de monter, puis là, que ça l'enclenche quelque chose. Exactement. C'est tout un système. Je dirais que les professions, il y a beaucoup de professionnels de la santé qui ont vu leur champ de pratique évoluer énormément. Puis, comme j'ai dit tantôt, la complexité maintenant de prendre en charge un patient est vraiment rehaussée. Donc, je pense, comme je me dis, on n'a pas le luxe de se permettre de ne pas mettre à profit tout le monde. Là. Donc, mais il faut que ça se fasse de manière coordonnée, bien sûr. Là, parce que si tout le monde part dans son coin, c'est moins pertinent. Là. Non, mais c'est ça. Mais c'est de revoir peut-être le déroulement de quelqu'un qui arrive, puis l'espèce de triage, si on veut. Là, comme si je viens pour... mais moi, c'est juste le check-up annuel. Peut-être que là, je m'en vais par là, puis... C'est de prioriser la patente. Là, c'est exactement ça qu'on va faire. Okay. Encore une fois, je ne peux pas trop en parler. Non, c'est ça. C'est correct, ça, je comprends. Mais tu sais, c'est ça. Souvent, on disait que les médecins, c'est la porte d'entrée. Moi, à un moment donné, je voulais aller faire... J'avais des tests à aller passer, mais on dirait que... Tu sais, je me dis, il y a sûrement un autre moyen que je vais voir mon médecin de famille qui me fait un papier pour me dire, va voir tel spécialiste ou aller faire une radio. Puis là, il y a un délai. Puis là, la radio retourne au médecin. Puis là, j'ai pas de nouvelles parce qu'il n'y avait rien. Puis là, à un moment donné, tu fais, OK, mais j'ai encore de la misère à respirer. Fait que là, je retourne. Mais là, tout ça se passe sur 1 an et demi parce que là, tu reprends un rendez-vous.
Ah, mais je vais te renvoyer là. OK. Puis là, il y a comme un ping-pong qui est fatigant parce que c'est ça, tu sais, j'avais pas un énorme. C'était pas super dérangeant, mais tu sais, des fois, tu fais, je veux juste savoir, mais en même temps, tu dis, je veux pas prendre la place de quelqu'un parce que je me sens pas hyper malade, mais tu sais, des fois, c'est ça, comme tu prends entre les deux, j'aimerais ça comme savoir, tu sais, puis l'espèce de ping-pong est long, tu sais, fait que je sais pas, des fois, tu te dis, est-ce qu'il y a une autre façon de faire ou peut-être pas, là, mais tu sais. Ouais, mais ça revient encore, je reviens à la pertinence parce que justement, on appelle ça le guichet d'accès pertinence. Là. Okay. Il y a une multitude de facteurs, là, je dirais, c'est qu'à un moment donné, je sais qu'il y a des gens qui ne vont pas m'aimer pour dire ça, mais il peut y avoir une infinité de besoins. Puis à un moment donné, on en met dans le cours, comme quand je regarde les assureurs, ils disent, il faut que tu ailles voir le médecin pour remplir tel papier, 1, 2, A, B, 3, C. Puis, tu as besoin de papier pour les assurances, pour ton massothérapeute, va voir un médecin. Là, tu te sens mal d'aller consulter un médecin pour ça. Tu te dis, est-ce qu'un enfant aurait pu consulter à ma place? Puis, il y a comme un encombrement qui se fait. Puis, c'est-tu vraiment pertinent? Donc, à ce moment-là, c'est ça qu'on veut faire, c'est qu'on veut bien trier les cas, comme on dit, là, pour s'assurer que tout soit pertinent puis que les gens vont en bonne place, mais en même temps, ça prend la collaboration de tout ce beau monde-là. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut arrêter. C'est juste soigner le monde. Là, puis, mais c'est les fameux, faut chercher un biais du médecin, prouver que tu es malade. Mais tu fais comme, oui, mais si j'ai un rhume, quelque chose... L'idée, c'est que je me repose aujourd'hui, pas que j'aille m'asseoir, puis juste me faire dire, oui, t'as un rhume, le papier, puis bye. Mais ça, on dirait que j'ai l'impression que c'est moins demandé, là. Mais c'est peut-être juste mon impression. Si c'est moins demandé, il y a plein d'autres, que ce soit les assureurs, la CSST, SAQ, en tout cas, il y a vraiment... il y a beaucoup plus de paperasse qu'avant. C'est beaucoup plus de bureaucratie. Puis ça, c'est sûr que ça alourdit beaucoup, je dirais, les services de soins de santé. Donc, il y a clairement quelque chose à faire de concert avec ces organismes-là. C'est ça. Parce que des fois, c'est ça. Je me rappelle avoir été comme à une clinique là, à Mercier, puis juste parce que ça me prenait le maudit papier, mais tu sais, comme... Je veux juste le papier. Mais en même temps, tu sais, c'est ça. Ah oui. Le médecin, il faut que je sois pour ça. Ah, OK. Papier, tout ça. Pour le truc super rapide, mais bon. Ouais. C'est ça, c'est un peu fâchant. Écoute, on va continuer. Je ne sais pas que c'est une consultation. Là. Non, c'est ça. C'est ça au début. Là, c'est ça. Non, mais je voulais... on va aller dans le communautaire parce que je pense à... Tu as fait écho à l'espèce de participation avec tous les autres professionnels, mais il y a aussi le communautaire qui fait partie d'une première ligne, entre guillemets, parce qu'eux, indépendamment des organismes, mais qui touchent à des portions de la population des fois défavorisées, avec des santé mentale ou d'autres soucis, d'autres problèmes. Puis eux, c'est ça, ils sont en mesure de voir rapidement, comme les tendances, qu'est-ce qui se passe. Fait il faut pas, c'est ça, tu essaies d'être proche de ça, ou en tout cas d'avoir un certain lien. Oui, ben je sais que tu as reçu Virginie Bernier de la CDC. À 2 reprises, là, qui est devenue une chouchou, je pense, de l'émission. C'est la première qui est venue 2 fois. Je sais pas si tu vas me réinviter, mais non, mais sans blague, je connais Virginie Bernier de la CDC, puis je trouve qu'ils font un travail extraordinaire. Là. Moi, où j'ai fait de ma formation en médecine de famille, c'était à Joliette. Okay. Puis c'est dans le programme de l'Université Laval. Puis il y avait aussi beaucoup d'emphase mise sur l'organisme communautaire. Puis ça m'a beaucoup inspiré quand je suis arrivé ici pour faire un peu quelque chose avec la couleur locale. Puis on a organisé quand même plusieurs choses, elle et moi, notamment les rendez-vous de la première ligne. Okay. Alors ça, c'était une association avec la Fondation Anna Laberge, puis la CDC d'Roussillon, donc les groupes communautaires. Moi, je pense que c'était une belle occasion de vraiment faire la promotion de l'action communautaire autonome. Je pense que c'est souvent très méconnu.
Ouais. Pourtant, les services qu'ils offrent à la population, c'est effarant, là, ce qu'ils font. Là. Puis je pense que Virginie est meilleure que moi pour en parler. Ouais. Mais moi, c'est clair que je soutiens à 100% l'action communautaire autonome et leurs revendications, bien sûr. Hein, parce que c'est pas tant que ça ce qu'ils veulent. Non, pour vrai, c'est ça. C'est parce qu'il est venu il y a 2 semaines, là, mais c'est pas un gros chiffre qui est demandé pour l'ensemble du Québec. Là, tous les organismes, c'est comme un 140 000 par organisme. Mais ça, c'est juste pour faire fonctionner la mission de base. Ouais. En fait, le fait d'exister puis de gérer, mettons, leur raison d'être, un problème ou une problématique dans la communauté, tu sais. Puis c'est souvent vu un peu, c'est comme si tout le temps le communautaire s'arrange dans son coin, mais tu sais, c'est ça, il peut avoir une espèce de... Puis le fait que les médecins ou soient plus au courant, ils peuvent aussi référer, tu sais, des fois à... Mais il y a ces groupes-là qui peuvent avoir de l'entraide, au moins des petits outils qui peuvent aider certaines personnes. Justement, dans le contexte des rendez-vous de la première ligne, c'est ça qu'on faisait. On organisait ça. C'est où il y a le musée l'Expo-Rail. L'Expo-Rail Saint-Constant, oui. Donc, on tenait un événement où il y avait plein de professionnels de la santé, mais partout, là, des médecins, des infirmières, des super infirmières, des pharmaciens, même des physiothérapeutes. Okay. Puis, il y avait les groupes communautaires qui y avait une exposition où ils pouvaient présenter leurs projets puis leurs services, leur offre de services. Puis, il y a beaucoup de médecins qui sont venus me voir par la suite et m'ont dit « Wow, je connaissais pas ça. Là. Non, c'est ça. Ils font tout ça dans la région. » Là, je vais référer tous mes patients là. C'était vraiment méconnu là, comme milieu. Puis, je pense que, comme tu dis, c'est la première ligne. Ça fait partie de la première ligne. Donc, mais dans ma tête, excuse-moi de t'interrompre, mais c'est comme si c'était la première et la dernière ligne des fois. C'est comme le dernier filet social aussi. Là, des fois, c'est l'espèce de... Ils ont personne... Il n'y a nulle part autre où aller, puis eux les accueillent. Je me rappelle ici... Là, ça a changé de nom, l'organisme, mais c'est une maison des femmes à Châteauguay. Je m'excuse, j'ai oublié le nouveau nom. Là. Mais c'est un peu large. Mais à ce moment-là, leur mission, c'est un peu de supporter les femmes, de souvent monoparentales. Puis là, il est arrivé une femme, une immigrante d'Afrique qui est arrivée ici avec ses 2 enfants, complètement désemparée. Puis elle avait besoin d'un avocat, mais elle ne savait pas, mais elle a débarqué là parce que on organise des femmes, mais eux arrivent, comme on n'a aucune expertise. Immigration, les lois, puis tout ça, mais qu'est-ce qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient, ils l'ont encadré, ils ont essayé de trouver des. C'est un peu ça aussi, le côté un peu. Quand on parle de la non-rigidité, l'espèce de. On va au local, mais ils sont une petite gang. Leur mission, c'est X, mais on peut essayer de virer un petit peu pour aider tout le monde. Là, tout à fait. Fait qu'il y a une flexibilité dans cette espèce dans le communautaire. Puis c'est ça. C'est pas inspiré énormément. Oui, c'est ça. Puis souvent, ce qui est dommage aussi avec l'idée des projets, de l'espèce de financement, c'est toujours quand c'est par le ministère de la Santé, c'est que des fois, on dirait que c'est comme si c'était des trucs qui s'enlèvent, mettons des CLSC ou des trucs. Mais faites-nous donc des projets là, dans tel axe, mais tu fais, mais on n'est pas des fournisseurs de. On n'est pas supposé d'être des remplaçants de ce que vous n'êtes pas en train de faire. Exact. Non, c'est ça. C'est ça. Fait qu'il faut que c'est un complément ou c'est un truc qui répond à un besoin X, mais pas. Moi, c'est une réalité que je comprends très bien là, parce que aussi en médecine de famille, souvent on sent qu'on est comme un peu le point de chute aussi de ce qui fonctionne pas bien. Là. Puis l'urgence, c'est le meilleur exemple. Oui, mais c'est ça. L'urgence, c'est l'espèce de. C'est aussi des fois la dernière ligne de je sais pas quoi faire, mais je débarque à l'urgence parce que je devrais. Il y a des gens, j'imagine, qui sont pas supposés d'être là, mais ils vont là parce que ils n'ont pas de médecin de famille ou ils savent pas où aller pour être pris en charge dans patente, mais c'est ça, il devrait pas être là parce que c'est pas une urgence urgente. Non, mais en même temps, je comprends que les gens, des fois, t'as quelque chose, t'as un souci, mais pour toi, c'est urgent parce que ça fait longtemps que ça traîne, il y a quelque chose, puis là, t'es comme tanné, puis tu t'en vas là, mais... Ouais, comme tu dis, c'est la première puis la dernière ligne. Ouais, donc, c'est ça. C'est pour ça que je comprends tout à fait la réalité. Là. Puis je pense que c'était une bonne occasion de rassembler tout le monde, dire écoutez, on est dans la même gang,
il y a des gens vulnérables là, qui ont besoin de nous. Ouais. C'est que je pense qu'on peut faire quelque chose pour vous aider, pour nous entraider, puis pour aussi, justement, mieux sensibiliser les gens à l'action communautaire autonome. Puis moi, j'ai des patients, je réfère à certains organismes, puis ils sont super contents, puis eux-mêmes ne connaissaient pas ces services-là. Donc, moi, je les appuie à 100%. C'est ça, parce que le problème du communautaire aussi, c'est déjà, il y a moins d'argent, mais il faut quasiment mettre du temps puis de l'argent en marketing puis en communication pour se faire connaître, mais c'est de l'argent qui n'existe pas et du temps qui n'existe pas non plus. Moi ici, j'essaie, vu que je suis à la télé, j'essaie de mettre beaucoup d'emphase sur eux, sur des initiatives ou de recevoir des gens comme toi qui ont... pour mettre de l'avant, je suis là pour ça, mais en même temps, j'essaye, mais j'ai besoin, moi aussi, de plus de moyens pour essayer. C'est gros, la Montérégie-Ouest, d'essayer de rejoindre tout le monde. Puis, non, mais tu fais bien ton travail. Je pense que ça prend plus de gens comme toi. Là. Ouais, c'est ça. Parce que je pense que c'est important pour les gens qui soient au courant là, des enjeux dans la région. Mais oui, les groupes communautaires, j'ai parlé des rendez-vous de la première ligne, mais on organise aussi ensemble une tournée des groupes communautaires avec les médecins de famille qui sont en formation, des jeunes médecins de famille en formation dans la région, parce qu'à Châteauguay, il y a ce qu'on appelle une UMF, là, c'est une unité de médecine de famille qui forme des médecins de famille. Puis on les expose très tôt dans leur formation à c'est quoi un groupe communautaire, c'est quoi l'action communautaire autonome. Puis eux-mêmes, ils sont totalement ravis. Puis en même temps, ça nous permet de les recruter ultérieurement. Là, puis il y a comme un ancrage dans la région parce qu'il y a vraiment, honnêtement, si je pense à Châteauguay principalement, il y a beaucoup d'actions au niveau communautaire. C'est très dynamique. Ouais. Puis c'est quand même unique, là, le communautaire au Québec, là, regarde, je suis pas sûr que que ça existe vraiment, ce modèle-là, ou en tout cas, dans ce format-là, quasiment partout ailleurs dans le monde, là, sauf les gros ONG là, qui débarquent partout dans le monde, mais ça, c'est un autre patente. Là. Ouais, c'est ça. Mais puis aussi, c'est ça, tu l'as mentionné, c'est important de prendre part dans ta communauté. Fait qu'il y a tout l'aspect philanthropie, excusez-moi. Oui. On parle depuis un petit bout déjà. Fait que tu m'as parlé de levée de fonds pour les soins palliatifs à Merci, en fait. Ce serait pour une nouvelle bâtisse, un nouveau... il y a la Fondation Gisèle Faubert. C'est ça. Nous, on aime bien s'impliquer avec les fondations. Là. Il y avait la Fondation Anna Laberge à l'hôpital. Anna Laberge, Fondation Gisèle Faubert, ils entreprennent de construire une maison de soins palliatifs dans la ville de Mercier. Je pense que c'est pas un secret pour personne. Ils font plusieurs levées de fonds. Puis pour nous, la table locale des médecins de famille, c'était une occasion de pouvoir contribuer à la communauté. Donc, moi, j'ai parti ce qu'on appelle la grande école estivale. Je me suis inspiré de ma conjointe qui est acadienne, la grande école. Puis, justement, on a fait la tournée des cliniques pour pouvoir aller amasser de l'argent. On a amassé plus de 8 000 pour les aider dans leur projet. Là. Parce que, ça, c'est le volet soins palliatifs. On n'en a pas parlé beaucoup, mais il y a beaucoup de médecins de famille, d'infirmières, puis le réseau de la santé qui sont impliqués là-dedans. On parle beaucoup des soins palliatifs à domicile aussi. Il y a des gens qui ne veulent pas nécessairement, bien sûr, finir leur jour à l'hôpital, même s'il y a quand même des très bons soins palliatifs à l'hôpital. Puis ça, je comprends ce choix-là. Donc, la maison des soins palliatifs, c'est une façon justement d'accueillir les gens dans un climat plus serein, là, avec des services adaptés, bien sûr, là, à la fin de vie. Alors, je pense que c'était important dans la région d'appuyer ce projet-là. Puis, on va vouloir faire aussi d'autres projets de levée de fonds, bien sûr, dans la région, justement pour les groupes communautaires, justement, qui ont vraiment un champ de pratique des fois très large. Là. Donc, on veut les aider là-dedans. Là. Puis les maisons palliatives, y en a-tu beaucoup dans la région, en tout cas? Non, il y en a une à Mercier, il y en a une à Vaudreuil. Quand on parle de l'Ouest, la Montérégie, c'est pas mal ça. Là. Il y en a une à Mercier.
Éventuellement, elle va ça. être bâtie. Désolé. Mais oui, il y en a une autre, mais c'est à Vaudreuil. Okay. Donc, il n'y en a pas tant que ça. Pas tant que ça, pour quand même des bons bassins de population. Là. Fait que là, il reste l'hôpital ou à domicile. À domicile, c'est ça. Mais ça se développe beaucoup, là, les soins palliatifs à domicile. Puis ça, c'est un autre volet. On n'a pas parlé beaucoup des CLSC. Mais justement, les CLSC, il y a des médecins de famille qui travaillent là-dedans, mais il y a aussi beaucoup d'autres professionnels, travailleurs sociaux, infirmières, bien sûr. Les organismes communautaires sont très impliqués auprès des CLSC. Il y a des tables de concertation. Donc, d'ailleurs, ce modèle-là, ce qu'on me dit, c'est dans le fond, provient de travaux de groupes communautaires. Okay. Donc, je trouve que c'était une belle initiative. Là. Donc, puis il y a beaucoup d'équipes du CLSC qui vont faire du soutien à domicile. On parle beaucoup même de soutien intensif à domicile, tout ça, l'hôpital à la maison. Il y a eu un article récemment sur le soutien à domicile au Danemark, là, comment c'est bien fait. Puis, je pense pas qu'on est rendu là. Mais on n'aura pas le choix de s'enligner vers ça parce qu'à un moment donné, il y a ce qu'on appelle le tsunami gris. Puis, il faut s'y préparer. Puis, on l'a vu avec la crise pandémique. Là, il faut avoir les bonnes infrastructures pour soigner notre monde, puis notamment à la maison. Là. Donc, ça s'en vient aussi. Là. Au niveau des coûts de faire ça à la maison, ça doit être quand même... Oui, ben en fait... Là, je parle comme quelqu'un de droite que je ne suis pas. Là. Je parle juste des coûts parce qu'il y a un côté très humain de rester chez eux. Là. Mais tu sais, je veux dire, de déployer des ressources un peu partout. C'est rentable pour le système de santé, pour le réseau, parce que, justement, des gens qui vont à l'hôpital, je suis désolé de dire ça, mais ça coûte cher. Une consultation à l'urgence... là, on le voit avec les soins intensifs qui sont remplis là, avec les non-vaccinés, là, que là, ça commence à sortir. Là. Parce que là, il y a tant de personnes aussi qui peuvent avoir de chirurgie, puis les lits sont pris, puis le coût que ça a d'être là. Tu sais, Exactement. Puis il y avait beaucoup de gens aussi des personnes plus âgées, qui étaient à l'hôpital, mais qui n'étaient pas supposées être là. C'est juste qu'il n'y avait pas de place en CHSLD, en résidence ou à domicile. Puis ça a des coûts, là. C'est énorme comme coût. Donc, au final, tout le monde est gagnant si on développe vraiment un soutien à domicile qui a de l'allure, puis une première ligne forte, bien sûr. Oui, c'est ça. Mais qui pourrait peut-être aussi avoir le communautaire là-dedans. Oui, j'inclus le communautaire. C'est ça, mais je réfléchis. Là, oui. C'est une bonne réflexion. Non, mais parce que tu dis, il peut y avoir un système aussi de bénévolat, ne serait-ce que juste faire des visites humanitaires, juste voir, prendre des nouvelles, des fois, juste ça. Oui, tout à fait. Il y en a eu dans la pandémie, il y en a eu beaucoup, là, puis il y a eu des appels, je pense que, justement, on peut tirer des leçons là, de cette pandémie-là. Il y a des aspects positifs. Le temps avance, mais on a encore un peu de temps, puis je sais que tu m'as rajouté un sujet, puis en même temps, c'est dans l'actualité énormément, là, depuis ce qui est arrivé avec Joyce Echequan, malheureusement. Puis on parle beaucoup de racisme systémique. Là. Ici dans la région, on a Kahnawake qui fait partie de notre... Kahnawake, oui. Je m'excuse. Et ouais, fait que c'est ça. Tu voulais parler de ça un peu, comment tu vis ça. Justement, moi, j'ai fait ma formation à Joliette, puis l'histoire de Joyce, c'était à Joliette. J'étais pas là quand c'est arrivé, là, bien sûr. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il y a des équipes de médecins là-bas qui sont très impliquées auprès de la communauté à Manawan. Puis avec les Atikamekw. Il y a un dispensaire dans cette communauté-là. Puis c'est loin le Manawan, là, cette communauté-là. Donc, ils voyagent vraiment longtemps pour dispenser des soins. Donc, il y a vraiment une sensibilité qui est là. Malheureusement, effectivement, il y a certaines personnes, puis des fois, effectivement, un système qui fait en sorte qu'il y a une discrimination. Quand on pense seulement aux médicaments, les Autochtones n'ont pas le même régime d'assurance médicaments que les Québécois. Okay. Puis, des fois, si tu veux prescrire un médicament juste simplement pour le diabète, tu dis, il n'est pas dans son régime, lui. Je ne peux pas lui donner la même chose que le Québécois à côté. Fait que c'est qu'on parle de systémique, c'est ça aussi. Oui, c'est ça, là, parce que ça, c'est le côté, c'est pas que tout le monde est raciste, mais c'est que
Le système. Des fois, il y a du monde qui ont de la misère à comprendre le racisme systémique. Là, c'est pas que chaque personne est raciste et est vraiment verbal, mais des fois, c'est quelque chose qui peut être ancré ou là, malheureusement, je ne savais même pas ça, le truc pour les médicaments. C'est sûr que dans la région, nous, on a beaucoup travaillé avec, il y a ce qu'on appelle, c'est le centre médical Cattery Memorial Hospital Center à Kahnawake. Il y a des médecins qui travaillent là. Puis nous, justement, à notre unité où on forme des médecins, on a pu former des médecins qui travaillent maintenant dans la communauté. OK. Il y en a qui s'en viennent aussi. Donc, ça, c'est très bien. Puis, il y a tout l'aspect d'une médecine adaptée à la culture autochtone. Il y a le fameux terme qu'on dit souvent, la sécurisation culturelle. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Mais ça émane d'une infirmière maori en Nouvelle-Zélande qui trouvait que les services de santé n'étaient pas adaptés à la culture autochtone. Puis il y a tout cet aspect-là de domination, de colonialisme. C'est quand même des blessures historiques là, qui font en sorte que des fois, la confiance n'est pas tout à fait là. Moi, j'envoie des patients autochtones Mohawk qui viennent à l'hôpital Anna-Laberge, à Châteauguay. Je pense qu'il y a une manière d'aborder la chose, une manière d'expliquer les choses aussi. Puis, il y a une formation qui est en train d'être déployée à l'ensemble du réseau pour que les gens puissent vraiment comprendre c'est quoi la sécurisation culturelle, c'est-à-dire de se sentir en sécurité, puis d'offrir des soins vraiment adaptés à la culture de l'autre. En ce qui nous concerne, ce serait les Mohawks ici. Puis je pense qu'il faut faire attention avec ça aussi, c'est que souvent on a le réflexe de dire moi je sais ce qui est bon, puis on va leur dire c'est quoi qui est bon, et ça c'est pas bon. Parce que je pense qu'ils savent c'est quoi qui est bon pour leur communauté, puis il faut s'allier avec eux, faut être au même diapason. Donc, faut pas imposer quoi que ce soit. Il ne faut pas imposer. Exactement. Donc, même si c'est de bonne intention, il y a toujours des choses délicates. Mais en tout cas, tout ça pour dire que il y a des alliances qui peuvent être faites, puis c'est en cours actuellement. Puis si on peut être des pionniers au Québec, je pense que ce serait vraiment très intéressant. Mais c'est ça. Il y a une belle collaboration qui s'installe. Oui, puis j'invite les gens à aller voir. Moi, je l'ai vu juste un matin, mais ça date du 11 mai. Il y avait une petite vidéo sur le site du Devoir avec Dr Stanley Volant qui revient là-dessus. C'est très court, 4-5 minutes, mais il parle justement du racisme systémique et tout ça, mais il dit dans la vidéo que essentiellement, il y avait beaucoup de personnes qui venaient le voir, des Autochtones, qui lui mentionnaient des affaires, puis que même lui, il disait... Il dit, je pense que je me mettais la tête dans le sable ou j'étais trop dans mon affaire que j'étais comme, mais non, c'est ça. Mais non. Puis il dit, même moi, on dirait que je m'en rendais pas compte, parce qu'il fait il est chirurgien, donc il faisait ses trucs, mais il n'est pas tout le temps partout non plus, là, puis il sentait pas, il le voyait pas, tout ça, mais que là, ça l'a comme frappé après tout ce temps-là. Mais c'est intéressant, j'invite les gens à aller voir. Ouais. Écoute, on est déjà arrivé à la fin. Ça a passé très vite. On va te réinviter avec le fameux guichet là, que tu peux pas tout dire. On en reparlera. Beaucoup de choses qui s'en viennent. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que on est très mobilisés. Moi, j'arrête pas. Faut que je prenne du temps pour moi, comme on a dit au début. Mais c'est ça. C'est très prenant, mais je pense que ça vaut la peine d'attendre. Je pense qu'il y a des belles choses qui s'en viennent. Merci beaucoup de ta présence aujourd'hui. Merci à toi.